Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les rappels de cours en chimie organique. Alors, on va commencer premièrement par la nomenclature des molécules. Alors, comment nommer une molécule que l'on rencontre? On va commencer par identifier la fonction principale qui va nous donner le suffixe de la molécule rencontrée. Ensuite, on identifie le squelette, c'est la chaîne carbonée principale. Comment l'identifier? Donc, c'est celle qui va contenir la fonction principale. S'il n'y en a pas, c'est la chaîne carbonée qui contient le système cyclique. Et s'il n'y a pas de cycle ni de fonction principale, on obtiendra la chaîne carbonée au niveau de la chaîne qui a le plus grand nombre de liaisons multiples et le plus grand nombre de carbone pour finir. Donc ici, vous avez les tableaux qui vous permettent de classer les fonctions que vous avez rencontrées cette année en fonction de leur ordre de priorité, avec leur suffixe et leur préfixe. Donc voilà. Pour nommer le squelette carboné de la molécule, on va compter le nombre de carbone qu'elle contient. Donc, je passe rapidement, méthode, prop, but, pinte, vous le connaissez. Et on va préciser le degré de saturation de ce squelette, donc par un suffixe. Si c'est saturé, on obtient an. Si on a une double liaison, on a n. Et si on a une triple liaison, on a in. On numérotera ensuite les carbones de la chaîne principale à partir de la fonction principale qu'on a déterminée tout à l'heure pour le suffixe. Donc voilà, pour les préfixes, ils vont s'ajouter devant le nom de l'unité structurale fondamentale, c'est-à-dire le squelette, et vont être nommés par ordre alphabétique. Quand on nomme les préfixes, on précise leur position sur leur chaîne carbonée par un numéro, et pour les substituants carbonés, on remplace le suffixe an par il, donc méthane devient méthyle. Pour les fonctions secondaires, on prend le tableau qu'on a vu précédemment. Les noms qui sont donnés sur cette diapo sont à apprendre par cœur, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On va passer donc aux représentations de Newman et aux représentations de Fischer. Donc, dans un premier temps, Newman. Pour construire une représentation de Newman, on détermine dans un premier temps de quel côté on regarde la molécule. Est-ce qu'on la regarde depuis la droite ou depuis la gauche? Donc ici, c'est une représentation de Newman, vous connaissez. Une fois que vous avez décidé si vous regardez depuis la droite ou depuis la gauche, vous dessinez les deux carbones que vous voyez. En regardant la molécule depuis la droite, tous les groupements qui sont placés en avant du plan seront à votre gauche, alors que les groupements qui sont en arrière seront à votre droite. Ici, on a une molécule test, notre brome est en avant, notre NH2 est en arrière, donc on dessine le NH2 à droite et le brome à gauche. Ensuite, pour regarder depuis la gauche, on inverse deux des trois groupements du carbone qu'on a décidé donc ici. On inverse par exemple le COOH et le NH2, ou alors le brome et le H, ce qui nous donne donc ici cette représentation-là et cette représentation-là. Attention, pour avoir une représentation Newman correcte, il faut savoir que les deux carbones qui vont être dessinés en avant et en arrière, il faut qu'ils soient vus du même côté. Donc peu importe si vous regardez depuis la droite ou depuis la gauche, il faut avant tout que les deux carbones soient dessinés depuis le même côté. Maintenant, on passe à Fischer, qui est un petit peu plus compliqué en général. Pour une représentation de Fischer, on a plusieurs règles à suivre et il faut les suivre dans l'ordre. Dans un premier temps, la chaîne carbonée, elle va être à la verticale. C'est la chaîne carbonée la plus longue. Ensuite, l'extrémité de plus haut degré d'oxydation, par exemple le COOH ou une cétone ou peu importe, elle est placée en haut. Et les traits qui seront horizontaux seront représentés en avant du plan, alors que ceux qui sont verticaux, c'est-à-dire la chaîne carbonée, elle doit être soit dans le plan, soit en arrière. Donc ici, comment on va faire? On va regarder notre molécule comme si on regardait un chat que l'on prend dans nos bras pour faire un câlin, que l'on soulève au-dessus de notre tête. La tête du chat, ici, c'est la fonction la plus oxydée. Et la queue du chat qui est dessinée, donc à gauche, c'est la fin de notre squelette principal. Vous considérez que le chat, il est valide à gauche ou à droite? Eh bien, il va être valide à droite, parce que donc, les groupements en avant et en arrière du plan, ce sont les pattes du chat, donc il faut qu'elles soient toutes les quatre au même endroit. Et c'est ce qui va donner les traits horizontaux dans notre Fischer. Donc ici, on reprend
notre molécule exemple qu'on avait pris pour Newman, on fait tourner le carbone de gauche, celui qui contient le brome, pour avoir un chat valable, c'est-à-dire les 4 pattes vers le bas. Donc on obtient cette molécule ici, ce qui fait que notre brome et notre NH2 vont être obtenus du même côté. Donc pour dessiner Fischer, on prend notre chat avec la tête vers nous. Quand on fait un câlin, la tête du chat elle est vers notre tête. Donc on va regarder la molécule depuis le dessous et ici, les groupements qui sont en avant du plan seront vus à notre gauche et les groupements en arrière, donc ici le brome et le NH2, seront vus à droite. Donc là, on obtient cette représentation. Donc on passe à la tautomérie. Deux tautomères, ce sont des espèces qui sont isomères et qui sont en équilibre. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Comment on obtient cette conversion dans la tautomérie? Ça se fait par migration d'un proton. Contrairement à la mésomérie, parce que la mésomérie, c'est la migration d'un électron. On verra ça tout à l'heure. Donc il existe 3 types de tautomérie avec des groupements bien distincts et rien d'autre. Premier type de tautomérie, c'est la tautomérie céto-énolique. Donc on a un groupement cétone ou un groupement énol. Ensuite, on peut avoir la tautomérie imine-énamine. Donc on passe d'un groupement imine à un groupement énamine. Donc si on explique la tautomérie par la tautomérie céto-énolique, notre hydrogène en rouge va migrer vers l'oxygène, ce qui fait que la double liaison va être délocalisée pour stabiliser le carbone qui a donné un de ces hydrogènes. Et dernier type de tautomérie, la tautomérie lactame-lactime. Donc ici on a un groupement lactame et ici on a un groupement lactime. Donc c'est-à-dire on passe de double liaison O liaison NH à N double liaison C liaison OH. Si vous n'avez pas un de ces 6 groupements qu'on a vu précédemment ici et avec lactame-lactime, vous n'avez pas tautomérie. Point final. Maintenant donc les effets inductifs. Tous les effets inductifs se baseront sur un seul principe qui est l'électronégativité. Et ça va d'ailleurs expliquer la réactivité de manière générale sur les molécules. Donc les atomes ils ont une capacité plus ou moins grande à attirer les électrons d'une liaison. Les effets inductifs ne mettent en jeu que des électrons des liaisons sigma, c'est-à-dire liaisons simples. D'accord ? Et les atomes les plus électronégatifs, ce sont des électroattracteurs, donc I-. Et les moins électronégatifs sont électrodonneurs, donc I+. Cet effet I+, ou I- se prolonge le long des liaisons sigma et s'atténue avec la distance de l'effet. Et au niveau de la réactivité, qu'est-ce que ça explique ? Un électrophile aime les électrons, ça veut dire qu'il lui en manque, et donc il va attirer les nucléophiles. Les nucléophiles, c'est ceux qui ont beaucoup d'électrons. Donc ici, on a une liste de groupements I- et de groupements I+. Vous les voyez au fur et à mesure dans vos exercices. Au niveau de la stabilité, tout carbocation sera stabilisé par des donneurs d'électrons, parce qu'il manque des électrons à la charge positive du carbocation, alors que pour les carbanions, on a trop d'électrons, donc on sera stabilisé par des attracteurs d'électrons. Donc ici, on voit la stabilité qui croît. Pour les radicaux et les carbocations, la stabilité augmente avec les groupements I+. Maintenant, on passe à l'effet mésomère. L'effet mésomère, c'est permis par un flux d'électrons, on l'a dit tout à l'heure, et deux mésomères seront indissociables l'un de l'autre, parce qu'elles offrent énormément de stabilité. On a 4 systèmes conjugués qui expliquent la mésomérie, et rien d'autre, de la même manière qu'on avait 3 types de tautomérie. Ici, cet effet, il est beaucoup plus puissant que l'effet inductif, donc on le considérera prioritaire. Et cet effet, il n'implique que les charges positives, donc ça forme des lacunes électroniques, des doubles liaisons et des doublés non liants, on va le voir tout de suite. Hop. Le premier système conjugué, donc c'est la double liaison, simple liaison, double liaison. Donc là, on a une délocalisation de nos électrons, soit vers la gauche, soit vers la droite, ce qui fait qu'on a une délocalisation de notre double liaison. Sachant que quand on part d'un composé neutre à la base, on doit obtenir un composé neutre à la fin. Ici, c'était neutre au centre. Eh bien, à gauche et à droite, on a la formation d'une charge positive et d'une charge négative. Donc, on respecte bien la charge. Pour un système conjugué double liaison, simple liaison, doublé non liant,
ici, notre chlore, il était I- tout à l'heure, mais là, il va donner son électron parce qu'il est M+. Le double non-liant va donner l'électron à la simple liaison, ce qui fait que la double liaison de droite va être délocalisée vers le carbone de droite, ce qui nous donne une charge positive pour celui qui a donné son électron, donc le chlore, et une charge négative pour le carbone de droite qui a reçu un électron en plus. Le troisième système, c'est double liaison, simple liaison, charge positive. Hop là. On a notre double liaison qui va donner un électron à la simple liaison pour stabiliser la charge positive du carbocation et de la lacune électronique. Mais en faisant ça, on forme un autre carbocation. Donc on a bien charge positive à gauche et charge positive à droite. On est bon. Et dernier type, donc vous l'avez vu, le système conjugué doublé non-liant, simple liaison, charge positive. Toujours la même chose, on donne le doublé non-liant à la simple liaison et donc hop, ça nous délocalise notre charge positive. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a de systèmes conjugués et plus la molécule sera stable. On passe aux énantiomères et aux diastéréoisomères. Donc, deux énantiomères, ce sont des molécules images l'une de l'autre, mais qui ne sont pas superposables. Alors que deux diastéréoisomères, ce sont des molécules non images l'une de l'autre et non superposables. Donc ici, on a un petit résumé, mais on va le voir tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, donc au niveau des diastéréoisomères, il y a des cas un peu particuliers. On a les diastéréoisomères ZE chez les doubles liaisons, donc chez les alcènes. Donc c'est E ici, ça veut dire que les groupements identiques sont en anti, sont opposés finalement, alors que chez le diastéréoisomère Z, on aura les deux groupements identiques du même côté. Et ici, chez les cycles, on aura des diastéréoisomères 6, les groupes sont du même côté, et des trans, les groupes sont du côté opposé. Donc on obtient, si on a n carbones asymétriques, on aura 2 puissance n stéréoisomères avec 2 puissance n-1 énantiomères, couple d'énantiomères, et 2 puissance n, couple de diastéréoisomères. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir un diastéréoisomère, il suffit de changer la conformation d'un seul carbone asymétrique parmi tous ceux que comporte la molécule. Alors que pour obtenir un énantiomère, toutes les configurations doivent changer. Hop. Donc on va passer à un cas particulier qui est le composé méso. Certes, on a deux carbones asymétriques, donc ici ce sont ceux qui comportent les chlores et les CH3, mais on a un plein de symétrie, ce qui fait que c'est un composé qui certes a des carbones asymétriques, mais qui n'est pas chiral. Donc on dira que c'est un composé achiral. Faire bien attention à ça. On passe maintenant à la partie la plus complexe qui est la réactivité. J'espère que vous avez encore un petit peu de force. Donc première réaction, la substitution nucléophile. Il en existe deux types. On a la SN1 et la SN2. Et c'est l'attaque d'un nucléophile sur un site électrophile. De toute façon, c'est toujours la même chose. On a un couple entre nucléophile et électrophile. Ce qui fait que ça va entraîner le départ de ce qu'on appelle un nucléofuge. En fait, c'est le groupe partant. Et ça va provoquer donc d'un côté la rupture de la liaison avec le groupe partant et la création d'une nouvelle. Donc là, on a un résumé de toutes les caractéristiques des SN1 et SN2. Ce qu'il faut retenir, c'est que la SN1, c'est deux étapes, avec donc formation d'un intermédiaire qui est le carbocation. Donc c'est une réaction qui n'est pas stéréospécifique, ça va former un mélange racémique à la fin. Alors qu'une SN2, on a une seule étape, donc pas d'intermédiaire, et c'est une attaque qui se fait en dorsale. Une attaque dorsale, ça veut dire qu'on attaque à l'opposé du groupe partant, ce qui va provoquer la plupart du temps, mais pas toujours, une inversion de Walden. Et dernière particularité à retenir vraiment, c'est que la gêne stérique, c'est-à-dire que plus la molécule qu'on attaque, elle est encombrée, plus on aura une SN1, et moins elle est encombrée, plus on aura une SN2. Donc voilà. L'élimination nucléophile maintenant. Alors, de la même manière, E1, deux intermédiaires avec un carbocation, et E2, une seule étape, donc pas d'intermédiaire. Dans les deux cas, on aura la formation de l'alcène le plus stable majoritairement, c'est-à-dire là où on aura un carbocation le plus substitué. C'est la règle de Zaitsev, et donc c'est très particulier parce qu'on n'aura pas de mélange racémique, que ce soit au niveau de E1 ou au niveau de E2. Et la petite particularité en plus pour E2, c'est que c'est une élimination en anti. On appelle aussi une transélimination. Donc voilà.
C'est la petite particularité en plus. Alors, maintenant, donc là, on a une petite remarque très rapide, on va passer. C'est les bons groupes partants et les mauvais groupes partants. On remarque que le fluor c'est un halogène, mais il est mauvais groupe partant. Donc attention, c'est parce qu'il est très peu stable sous sa forme F-. Ensuite, petit point sur les dérivés organométalliques. Par exemple, le lithien ou magnésiens, on s'en fiche. À quoi ça sert? En fait, ça va former des carbanions, ce qui est assez rare. Et en fait, c'est des composés qui sont extrêmement basiques et extrêmement nucléophiles. Donc ça va être ultra réactif. C'est tout ce qu'il faut retenir. Mais la partie, par exemple, MGBR, ne sera pas ajoutée sur la molécule qui réagit. C'est le carbanion qui va s'ajouter. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, l'addition. Alors, on a des hydrogénations qui sont possibles. Les hydrogénations, c'est quand on ajoute les deux hydrogènes, et c'est une synaddition. Ça veut dire que les deux hydrogènes ajoutés vont être ajoutés du même côté. Attention cependant, si on part d'un alcyne et qu'on a un catalyseur empoisonné comme le catalyseur de Lindlar par exemple, on s'arrêtera à l'alcène. Alors que si on n'avait pas ce catalyseur, on obtiendrait un alcane. Et on obtiendra toujours un alcène Z parce que les deux hydrogènes sont additionnés du même côté. Donc on obtiendra un alcène Z. Sur le même principe, on a l'addition d'acides halogénés, c'est-à-dire un halogène associé à un hydrogène. Donc l'hydrogène attaquera le carbone le moins encombré. Ici, c'est le carbone de gauche, ce qui fait que c'est une réaction qui est régiosélective. Et même principe avec les alcynes, on continue d'ajouter de l'acide halogéné jusqu'à obtenir un alcane. Formation de dihalogénoalcanes à partir des alcènes. Ce sont des réactions qui sont stéréosélectives et régiosélectives. Stéréosélective premièrement parce que un diastéréoisomère Z, donc ici c'est pas le cas parce qu'on n'a que des groupements méthyl, donc on n'a pas de diastéréoisomère, mais si on avait un diastéréoisomère Z, on formerait forcément un mélange d'énantiomères RR et SS. Et c'est une réaction qui est régiosélective puisque c'est une transaddition. Ça veut dire que les deux bromes dans ce cas-là seront ajoutés de côté opposé. Si on ajoute maintenant de l'eau sur un alcyne, mais dans un milieu acide, c'est extrêmement important de savoir que c'est un milieu acide parce que sans ça, on n'a pas de protons et donc on ne peut pas former une addition d'eau. Donc en ajoutant de l'eau sur un alcyne, on obtiendra un énol. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, un énol ça forme une tautomérisation. Donc à la fin, on obtient surtout une cétone. C'est ce qu'on voit donc dans la réaction. Et c'est une réaction qui est régiosélective. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ajout de l'eau, du H2O, sur le carbocation le plus stable. Carbocation le plus stable, c'est-à-dire carbocation le plus substitué. Maintenant, on passe à l'ozonolyse. Alors, l'ozonolyse, il y a plusieurs cas. Soit on a un milieu réducteur, soit on n'en a pas. Sans milieu réducteur, on obtiendra des cétones ou alors des acides carboxyliques selon l'alcène initial. Si on a un alcène qui est en fin de chaîne, on passera par le côté aldéhyde, puis ensuite on forme l'acide carboxylique. Donc là, c'est la suite de la réaction. Petite particularité, donc ici on a un éthanal qui formera l'acide acétique, qui est un acide carboxylique, on le voit. Et ensuite, ozone, si on ajoute sur un alcène qui a deux hydrogènes d'un côté, on obtiendra le méthanal, qui est un petit cas particulier. Ozonolyse avec milieu réducteur cette fois-ci, on s'arrête à l'aldéhyde. On ne peut pas former d'acide carboxylique. Évidemment, on pourra obtenir une cétone si à la place d'un des groupements H, ici, on avait un groupement R, par exemple. Mais là, on obtiendra cétone donc à droite, mais on n'obtient pas d'acide carboxylique parce qu'il y a un milieu réducteur qui empêche l'oxydation, finalement. Ensuite, on passe à l'hydroboration et à l'oxydation. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. Par tautomérisation, on passe d'un énol à une cétone. Si on est dans le cas d'un alcyne vrai, c'est le premier cas. On avait deux groupements R, donc hop, on passe à un énol, on ne le voit pas ici, mais c'est une petite étape, et par tautomérisation, on obtient notre cétone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bore, il va se fixer sur le carbone le moins substitué.
Donc c'est une réaction qui est régiosélective. Et on peut obtenir aussi un aldéhyde si on est dans le cas d'une fin de chaîne. Donc là, il faudrait que l'alcyne soit lié à un groupement hydrogène à droite ou à gauche. C'est le cas du deuxième exemple. Oxydation et réduction maintenant. Donc oxydation, c'est une réaction soit dans laquelle on ajoute des atomes électronégatifs, soit on perd 2 atomes d'hydrogène. Et donc réduction, c'est l'inverse. On enlève un atome électronégatif ou on rajoute 2 atomes d'hydrogène. Donc voilà, donc ici on a le cas de l'oxydation et on s'est marqué, toutes les réactions inverses sont des réactions de réduction. Si on réduit une cétone, on obtient un alcool secondaire parce qu'on est au milieu d'une chaîne carbonée, alors que si on est dans une réduction d'un aldéhyde, on a un alcool primaire parce qu'on est en fin de chaîne. Impossible d'obtenir un alcool tertiaire parce qu'on n'aurait pas de groupement hydrogène à ajouter ou à perdre, que ce soit la réduction ou l'oxydation. Donc réduction par l'addition de H2, c'est possible mais c'est très difficile, il faudrait un catalyseur, c'est compliqué. Alors que pour une réduction des hydrures, cette fois-ci c'est ultra facile parce que c'est un composé ultra basique. Là on a un petit tableau qui résume l'intégralité des sélectivités des agents réducteurs. Donc là on a NaBH4, LiAlH4 et H2PD. Donc ça, ici, les agents réducteurs à gauche et les groupements sur lesquels ça agit. Si on s'intéresse plus particulièrement aux alcools, donc soit on peut faire une déshydratation, donc ça se fait par E1, soit on fait une halogénation donc par ces groupements qu'on donne là, donc soit PBr3, SOCl2 ou les sulfonates. On ne peut pas utiliser par exemple HBr pour créer une halogénation avec des alcools, c'est pas possible. Pour la formation d'éther, eh bien, on a un NH plus RBr. Ce qu'il faut savoir, c'est que le R là, du groupement qu'on a va se rajouter au groupement oxygène de notre alcool et ça va former un éther. Il y aura départ d'un hydrogène et c'est tout. Oxydation avec des oxydes de métaux. Les oxydes de métaux, c'est tous les composés avec énormément de O. Donc là, on a des exemples, on en a 4, on en a 3 ou on en a 7. On voit qu'il y en a beaucoup, donc c'est forcément une oxydation, ce ne sera pas une réduction. Donc pour les alcools primaires, cette fois-ci, on l'a dit tout à l'heure, alcool primaire, aldéhyde, donne acide carboxylique. Et si on a un PCC, on s'arrête à l'aldéhyde parce que voilà, ça empêche l'oxydation trop importante. Pour les alcools secondaires, on obtient une cétone. En fait, c'est l'inverse de la réduction de tout à l'heure. Et pour les alcools tertiaires, pas d'oxydation possible parce qu'il n'y a pas la place. Maintenant, la réactivité des aldéhydes et des cétones. Quand on ajoute un alcool sur un aldéhyde, c'est un hémiacétal. Si on ajoute un alcool sur une cétone, c'est un hémicétal. Addition d'amines sur les carbonyles, on touche à la fin, tenez bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre RNH2 va remplacer par addition puis déshydratation, donc en fait c'est une élimination. En fait, notre groupement N, là, notre atome d'azote, il va venir s'ajouter à la double liaison CO, finalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'addition d'amines secondaires, on obtiendra un groupement N-amine, qui est un groupement un peu particulier. Alors que là, on a un amine primaire, voilà, ce qui fait qu'on obtient une imine. Donc c'est 2 cas. Un amine primaire, ça forme imine, et addition d'amines secondaires, ça forme un groupement N-amine. Réduction des imines et des énamines, c'est l'inverse. On obtient un amine secondaire à partir d'imines et un amine tertiaire à partir des énamines. Et on ne peut pas obtenir d'amine primaire. Là, on refait un petit focus sur les groupements réducteurs, le NaBH4 et le LiAlH4. Ça peut réduire les doubles liaisons CO, mais ça n'agit pas sur les alcènes comme les CC. Et à l'inverse, le H2PD qu'on a vu tout à l'heure n'agit pas sur les liaisons C double liaison O, mais agit sur les C double liaison C. Et on utilisera comme réactif au niveau des oxydants, donc cette petite liste qui est là avec des oxydants qui sont assez doux, les réactifs de Fehling ou de Tollens par exemple,
Parce que les aldéhydes, donc ce sont des groupements très particuliers et ils vont être extrêmement sensibles aux agents réducteurs et aux agents oxydants. Donc les agents oxydants n'ont pas besoin d'être ultra forts pour pouvoir réagir. Dernière partie, c'est l'estérification. On substitue le groupement hydroxyde, donc le groupement OH de notre acide carboxylique, pour y placer notre oxygène et la chaîne carbonée de l'alcool. Donc on enlève l'hydrogène de l'alcool, on enlève le groupement OH de l'acide carboxylique et on remplace. C'est aussi simple que ça. Et donc ce qui fait que la chaîne carbonée avant le groupement ester, c'est la chaîne carbonée de l'acide carboxylique. Et la chaîne carbonée de l'alcool devient la chaîne carbonée qui est après le groupement ester, ce qui aura le suffixe par exemple, donc propanoate de butyle, le butyle proviendrait de l'alcool et le propanoate de l'acide carboxylique. Ici on a un petit résumé donc assez succinct mais qui vous permet de faire un brassage complet des grandes réactions qu'on peut rencontrer dans la réactivité cette année, avec leur spécificité, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont stéréospécifiques, est-ce qu'elles sont régiosélectives, sachant que finalement les réactions qui sont stéréospécifiques, ce sont des réactions qui ne peuvent pas former de mélange racémique, et inversement. Donc on a une complémentarité entre les deux colonnes. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la réactivité. C'est fini et puis bon courage pour les exos. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Audrey, je vais vous présenter l'exercice 1 de la partie chimie organique de la semaine de l'an. Donc j'espère que ça a été pour vous, c'était un exercice assez complet, un peu long aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dessiner, beaucoup de choses à voir. Donc j'espère que ça a été. Exercice 1. Alors que les dresseurs de l'équipe chimie géo traversent une prairie, toujours déterminés dans leur quête vers l'arène finale, ils tombent nez à nez avec un évole ineste, blessé à l'œil. Le professeur Chen près de lui est plongé dans la confection d'une potion pour le soigner. Désespéré, il demande au dresseur de lui envoyer un Pokémon pour l'aider à reconstruire tous les acides carboxyliques possibles à partir des atomes répartis sur le sol. Sacha avec son Mikachu partent à la rescousse. Donc, aider Mikachu et dessiner tous les acides carboxyliques de forme une brute C6H12O2. Donc, pour répondre à cette question, en fait, il faut bien comprendre que si on vous demande de dessiner tous les acides carboxyliques, on ne vous demande pas les isomères de fonction et on ne vous demande pas d'isomères de position non plus, puisque l'acide carboxylique se trouve toujours en bout de chaîne. Donc ici, voilà, comme est précisé sur le diapo, il faut toujours partir de la structure de la chaîne carbonée, puisque c'est la seule chose qui va pouvoir varier. Donc vous pouvez avoir une chaîne carbonée à 4, 5 ou 6 carbones. On verra pourquoi pas 3 et pas 2. Donc on est parti. On va commencer par le plus simple, la possibilité à 6 carbones. Donc là, c'est simple, hein, vous mettez votre acide carboxylique en bout de chaîne et vous lui attachez la chaîne à 6 carbones. Donc pas très compliqué. Donc pareil, 3 possibilités à 4 carbones, vous placez votre acide carboxylique. 1, 2, 3, 4, vous mettez votre chaîne carbonée la plus longue et vous allez ramifier. Donc là, il vous reste 2 C à placer, entre guillemets, donc vous pouvez les mettre tous les deux sur la position 3, tous les deux sur la position 2, ou 1 sur la position 2 et 1 sur la position 3. Voilà. Mais du coup, je vous ai dit, c'est pas possible à 3 carbones. Pourquoi ? Donc, vous allez essayer de construire votre possibilité à 3 carbones. Donc, ça va vous donner ça. Vous avez un acide carboxylique et 1, 2, 3, d'accord ? Vous ramifiez. Vous ne pouvez ramifier que sur la position 2, d'accord ? Mais en fait, votre chaîne carbonée la plus longue ici, elle est à 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, cette molécule-là revient exactement à cette molécule-là, d'accord ? Donc, il n'y avait pas vraiment lieu de possibilité à 3 carbones. Donc au final, si on regarde, au final, vous aviez une possibilité à 6 carbones, 3 possibilités à 5 carbones et 3 possibilités à 4 carbones, vous aviez donc 7 acides carboxyliques isomères de la formule brute C6H12O2. Voilà. Ensuite, donnez les noms des molécules dessinées dans la question précédente. Donc là, ça va être assez facile puisque ce sont tous des acides carboxyliques. Donc vous allez faire acide 1,1,OX. Et la seule chose qui bouge,
c'est la chaîne carbonée. Donc ça va être relativement simple. La première molécule, eh bien, c'est tout simplement un acide hexanoïque. Il n'y a pas vraiment de choses à préciser ici, puisque l'acide carboxylique est toujours en bout de chaîne. Donc on ne précise pas, c'est pas de l'acide hexa-1-oïque, d'accord? C'est vraiment tout le temps comme ça, et il n'y a pas d'autres substituants. Donc, acide hexanoïque, tout simplement. Ensuite, pour la possibilité à 5 carbone, donc ici, la seule chose qui va changer, c'est la position du méthyle sur la chaîne carbonée. Donc ici, c'est un acide 4-méthylpentanoïque, mais vous pouvez aussi avoir un acide 3-méthylpentanoïque ou un acide 2-méthylpentanoïque, d'accord? Voilà, ça reste assez classique, d'accord? Faites bien attention à pas vous mélanger, où se trouve bien la chaîne carbonée, et surtout le carbone numéro 1 de la chaîne, c'est toujours celui qui porte la fonction principale. Donc le carbone 1 est ici, d'accord? 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour les possibilités à 4 carbones, il fallait faire attention puisque vous aviez deux substituants. Donc là, donc vous avez toujours un acide oïque, d'accord? 1, 2, 3, 4, donc butène, d'accord? Mais vous avez aussi sur le carbone 3, deux groupements méthyl, donc c'est un acide 3,3-diméthylbutanoïque. Voilà. Et vous allez faire la même chose pour les autres. Là, vous avez un acide 2,2-diméthylbutanoïque. Et là, un acide 2,3-diméthylbutanoïque. Donc, partie B. Pour récompenser les efforts de l'équipe, le professeur Chen veut offrir à Sacha une pilule pour faire évoluer Mikachu et le rendre assez fort pour gagner le combat face à la team Bioche-Viewmon. Pour vraiment prouver qu'il mérite son évolution, Mikachu doit répondre à 3 questions sur la structure de la molécule qui le fera grandir. La première question, c'est « N'ayant pas bien révisé son cours de chimie eau, il vous demande de l'aide. Donnez le nombre d'insaturations de la molécule. » Pour le nombre d'insaturations, il suffit de compter le nombre de cycles et le nombre de liaisons multiples. Les liaisons doubles donneront une insaturation et les liaisons triples 2 insaturations. Bon, ici, pas de liaison triple. Donc c'est parti, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord? Il faut bien faire attention, la tête de Pikachu, là, c'est un cycle. D'accord? Le corps de Pikachu aussi, et la queue de Pikachu aussi. Voilà, ça pourrait peut-être vous perturber. Il y a aussi le fait que les cycles qui contiennent un hétéroatome sont quand même des cycles, et même ce petit triangle ici, qui n'a vraiment pas l'air d'un cycle, en est un. D'accord? Donc 12 cycles. Et ensuite le nombre de doubles liaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et c'est tout. 16 doubles liaisons. Voilà. Ce genre de questions au concours, ça peut prendre beaucoup de temps, quand même, comme déterminer la formule brute ou le nombre de H dans une molécule. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais si vous êtes bien méthodique, c'est des points faciles. Alors, redonnez les 4 systèmes conjugués possibles. Combien de systèmes conjugués trouvez-vous dans cette molécule? Donc 4 cas de figure, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double non-liant, double liaison, simple liaison, charge positive, double non-liant, simple liaison, charge positive. Donc, sur cette molécule absolument incroyable, vous aviez tous ces systèmes conjugués. Donc en vert, vous avez les systèmes liaison pi, liaison sigma, liaison pi. Liaison pi, c'est une liaison double, et liaison sigma, c'est une liaison simple. Donc vous aviez 1, 2, 3, 4 liaisons double, simple, double. Vous aviez aussi des liaisons double, simple, double et non-liant. Donc ça, elles sont en bleu, d'accord? Là, ici et là. Vous aviez aussi les liaisons en jaune qui sont liaison double, liaison simple, charge positive, d'accord? Hop, ici. Et ici, vous aviez double et non-liant, liaison simple, charge positive. Donc tout ça, c'était des systèmes conjugués. Attention, au niveau des oreilles, là, ce n'est pas un système conjugué parce qu'il n'y a pas de liaison sigma entre les deux, donc la délocalisation ne peut pas se faire. Et ici et là, c'était trop loin, d'accord? Il faut qu'il y ait une seule liaison sigma entre vos deux événements, soit doublés, soit etc. Mais là, du coup, il y en avait 2, donc c'était trop loin. Voilà.
Donc on a 9 systèmes conjugués en tout dans notre molécule. J'espère que vous aviez trouvé ça. Alors, question 5. Pour que la molécule soit plus active, le professeur Chen a besoin d'une base permettant d'arracher les 3 protons entourés sur la molécule. Donc les 3 protons entourés en orange comme tout à l'heure. Il a le choix entre 5 réactifs. Expliquez-lui comment choisir parmi ces composés. Donc normalement sur votre sujet, vous aviez un petit tableau de pK. Donc déjà, il faut que ce soit une base. Pour arracher des protons, il faut que parmi ces 5 composés, on retrouve les bases. Vous pouvez déjà enlever la A et la B qui ne peuvent pas arracher de protons. D'accord? Ils sont déjà saturés de protons, si je puis dire. Ils ne peuvent pas en avoir plus. D'accord? Ils vont plutôt avoir tendance à donner leurs protons. Donc A et B, on enlève. Ensuite, pour choisir entre ces 3 propositions qui peuvent bien accueillir un proton, hein. Ici on peut accueillir un proton, ici on peut accueillir un proton, et là on peut accueillir un proton, il n'y a pas de souci. Donc il faut trouver une base auquel le pKa est tellement haut qu'il va pouvoir arracher tous les protons des groupements. Donc il faut que le pKa de la base soit plus haut que le pKa des groupements, d'accord? Donc je l'ai déjà dit, ces deux-là, vous pouvez les éliminer parce que ce ne sont pas des formes basiques, mais des formes acides, d'accord? Donc ensuite, entre ces deux-là, eh bien, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que les pKa de ces deux composés sont trop bas par rapport au pKa des groupements dont vous voulez arracher les H. C'est-à-dire que vous avez une fonction amide, une fonction carboxyle et une fonction hydroxyle. D'accord? La fonction amine a un pKa de 35. Donc pour arracher tous les protons de ces 3 groupements, vous allez avoir besoin d'une base qui a un pKa supérieur à 35. D'accord? La seule base qui avait un pKa supérieur à 35, c'était le composé C avec un pKa de 44. D'accord? Voilà. Donc la réponse était le composé C. C'est fini. Voilà, je vais vous souhaiter un bon courage. J'espère que voilà, cet exercice n'était pas trop compliqué. Si c'était le cas, n'hésitez pas à contacter vos tuteurs, à laisser un message sur le forum du tutorat, mais ne mettez pas vos questions en commentaire parce que c'est trop compliqué d'y répondre. Donc rappelez-vous de pourquoi vous êtes rentrés dans ces études-là. Salut! Yo les BG, on va commencer à faire la correction de l'exercice 2, j'espère que vous êtes chaud. Bon, j'espère que je vais pas trop vous perdre et que je vais être assez claire dans mes propos, donc voilà. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié les petits énoncés des qualités parce que franchement, on y a mis du cœur. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première question où c'est classer les molécules suivantes par ordre de basicité croissante. Mais en gros, quand vous voyez, c'était un petit piège basicité croissante, la basicité, vous connaissez mieux l'acidité décroissante, ça va être la même chose en fait. Et l'acidité, on se rappelle, c'est à quel point la liaison XH, donc ici par exemple sur l'acide carboxylique entre le O et le H va être polarisée, autrement dit à quel point le H va pouvoir partir facilement. Parce que si par exemple Z ici il est électro-attracteur, il va vraiment attirer tous les électrons, donc les électrons de cette liaison là, ils vont vraiment être du côté du O, donc quasiment plus personne du côté du H, donc le H il va pouvoir partir facilement, et donc ça c'est une acidité hyper badass, voilà. Du coup, ici dans les exemples qu'on avait, on voit deux catégories différentes en gros de molécules. Donc on a d'abord 2 alcools simples d'un côté et 3 acides carboxyliques. Donc on peut déjà se dire que les 3 acides carboxyliques ils vont être plus acides que les 2 alcools simples. Donc les 2 alcools simples seront les plus basiques. Donc qu'est-ce qui va les départager ensuite? Ça va être sur la molécule A, on voit qu'il y a la présence du Na, sauf que le Na c'est un groupement plus I, effet inductif plus I. Autrement dit électrodonneur, donc il fait baisser l'acidité parce que les électrons vont partir du Na et ils vont aller du coup vers le O et tout. Du coup, ça augmente pas la polarité de la liaison et donc A sera plus basique
que D, parce que moins acide du coup. Donc ensuite, on va chercher qui sera le plus acide ou le plus basique entre B, C et E dans les acides carboxyliques. Donc on voit que la différence entre les trois, c'est que sur B et E, il y a un F, sauf que F, il faut savoir que c'est un groupe -I électroattracteur ou électronégatif, c'est la même chose. Autrement dit, c'est leur capacité à attirer les électrons vers eux. Du coup, là, le F, il va attirer les électrons par ici, hop, 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 et du coup, il n'y aura plus personne du côté du H, et du coup, il va pouvoir partir facilement. Du coup, ça nous montre déjà que B et E, ils vont être plus acides que le C, donc moins basique. Donc après, pour finir, pour départager le B et la E, ça va être le placement du groupe F. Ce qu'il faut savoir, c'est que les effets inducteurs, qu'ils soient plus I ou moins I, ils vont s'atténuer avec la distance. Du coup, vu que F, il correspondait à l'acidité, plus il est loin, moins c'est acide. Du coup, si on récapitule tout, B, ça va être la plus acide de toutes, donc la moins basique. Et du coup, après, par ordre, ensuite c'est la E, puis la C, ensuite la D, et ensuite la A. Voilà. Ensuite, deuxième petite question, c'est sur la stabilité, encore une fois. Enfin non, avant c'était sur l'acidité, donc maintenant sur la stabilité, mais ça va être toujours avec les effets inductifs et tout. Donc par exemple, si on prend l'effet, l'exemple du carbocation, ce carbocation-là, donc la différence entre la gauche et la droite, ça va être ici, il y a 3 groupements méthyl, donc des CH3, alors qu'ici il n'y en a qu'un et 2 hydrogènes. Les CH3, ils ont un effet plus I, alors que les hydrogènes non. Donc plus I, électrodonneurs du coup, ils vont donner les électrons qu'ils ont au carbocation, qui lui en a besoin, il est déficitaire en électrons. Du coup, il faut bien savoir qu'en chimie orga, le plus important, on cherche toujours la stabilité d'une molécule. Donc si là on a un carbocation, il a pas assez d'électrons, quoi, il est en manque d'électrons, donc s'il a des CH3 qui sont donneurs d'électrons, c'est parfait pour lui, mais moins il a de CH3, comme ici, moins il va être stable, donc plus on va par ici, moins c'est stable, donc stabilité décroissante. Ensuite ici on passe à un carbanion, du coup on voit la différence, ici on a 2 Li, alors que ici on a un fluor, donc le carbanion lui il va pas chercher à avoir des électrons, mais il va chercher à ce qu'on lui prenne ses électrons parce qu'il en a en trop du coup. Sauf que ça va être ça la stabilité de ce carbanion. Du coup, s'il a des Li, il faut savoir que eux ils sont effets plus I, donc ils vont donner leurs électrons, sauf que si le carbanion il cherche aussi à se débarrasser de ses électrons, ça va pas. Personne ne veut d'électrons, donc c'est pas stable. Voilà. Alors que si on regarde ici, on a un fluor, et le fluor, lui, il est très électronégatif, donc très électroattractif, il est tout en haut à droite dans le tableau périodique. Du coup, il va attirer les électrons excédentaires du carbanion, et du coup, ça va le stabiliser. Donc, cette flèche, elle correspond à la stabilité croissante. Voilà. Et dernier petit exemple, ça va être avec des effets mésomères. Donc il faut vraiment savoir que plus vous avez des effets mésomères dans une molécule, plus elle va être stable. Donc voilà, parce que vous savez, avec les formes limites de résonance et tout ça, ça permet la stabilité. Du coup, ici, on voit qu'il n'y en a aucune. Ici, il n'y en a qu'une, avec une double liaison, simple liaison et une charge positive. Et ici, il y en a deux, donc la même qu'avant, et doublé non-liant de l'oxygène, simple liaison, et la charge positive. Donc, plus on va vers la droite, plus il y a d'effet mésomère, et du coup, plus c'est stable. Voilà. Du coup, ensuite, troisième question, du coup, ça va être, on a une grosse molécule, il faut repérer les systèmes mésomères, et déterminer une des formes limites de résonance, en fait, c'est pas les... Voilà. Du coup, déjà, on peut se souvenir que les 4 plutôt systèmes à connaître, c'est double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double non-lien, double liaison, simple liaison et charge positive, et la dernière, c'est double non-liant, simple liaison et charge positive. Voilà, ça c'est dans votre cours, c'est à savoir. Donc quand on voit une grande molécule comme ça, on va, dans cet exemple-là, il faut trouver
ce qui peut donner des effets mésomères. Donc on en a un ici avec double liaison, simple liaison et doublé non-liant, parce que autour du N, il y a des doublés non-liants. Ici c'est la même chose avec double liaison, simple liaison et encore une double liaison. Et ici, celle-là, elle est un peu compliquée, ça correspond pas exactement à un des schémas qu'on connaît dans le cours, mais en gros, on voit bien qu'il va y avoir une délocalisation d'électrons qui est décrite ici. Du coup, en soi, ça fait 2 systèmes mésomères, mais surtout, il faut savoir reconnaître celle qui est entourée en vert et celle qui est entourée en bleu. Voilà. Du coup, une des formes limites de résonance, ça va être celle-là. Pourquoi une des formes limites? Par exemple, ici, on aurait pu inverser, ça aurait pu être le plus en bas et le moins ici. Le tout, c'est de savoir dans quel sens vont aller les électrons, par exemple ici, vous allez voir, voilà. Du coup, voilà, donc les 3 systèmes détaillés, donc vous pouvez bien regarder les déplacements d'électrons. Du coup, ensuite, 4e question, ça va être les espèces qui peuvent se comporter comme nucléophiles. Du coup, il faut se souvenir qu'un nucléophile, il va avoir des électrons à donner, quoi. Donc ça peut être une charge négative, un doublé non-liant ou une liaison multiple. Alors que l'électrophile, c'est lui qui va chercher à avoir des électrons. Donc par exemple une charge plus, une charge partielle plus, ou alors une lacune électronique. Donc on voit bien que dans ces exemples ici, là on a une liaison multiple. Ici entre le C et le N, il y aura une triple liaison, donc c'est la même chose. Donc tous les deux ils sont nucléophiles. Alors ici, on voit bien qu'on a un bore, et le bore, il faut juste savoir qu'il a une lacune électronique, en fait, du coup, il peut pas se comporter comme nucléophile. Ici, il y a des doublés non-liants autour de l'azote, alors du coup, pareil, ça peut être un nucléophile, alors que ici, c'est juste un carbone avec 4 hydrogènes, alors du coup, il a rien de particulier pour lui, il est stable, mais il n'a pas d'électrons à donner, donc il peut pas se comporter en nucléophile, donc c'était juste A, B et D, les nucléophiles. Et pour finir, dernière question, c'est bientôt fini. Du coup, les sites électrophiles sur cette molécule, donc il y en a 4 en fait. Donc le premier, ça va être ce carbone-ci, parce qu'en fait, par effet mésomère, il va devenir un carbocation. Et ici un oxygène chargé négativement. Et du coup, comme c'est un carbocation, c'est très il va chercher à avoir des électrons, quoi. Et après, on va regarder entre les 3 autres carbones qui sont là. Donc ça va se jouer à l'électronégativité. Putain, mais cet ordinateur, wesh. Du coup, ça va se jouer à la différence d'électronégativité entre les 3. Donc on regarde dans le tableau périodique, on voit que Cl c'est le plus électronégatif des 3. Du coup, il va plus attirer vers lui les électrons. Donc ce carbone-là va être plus électrophile que celui-là et plus encore que celui-là. Donc voilà. Donc c'est fini, bon courage à tous, parce que franchement le confinement c'est trop la merde, on va pas se mentir. Mais voilà, bon courage et vraiment donnez tout jusqu'à la fin. Tant que le concours n'est pas passé, vous avez encore toutes vos chances, alors bon courage. Voilà, on aime, on apprécie les L2 fatigués. Et voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Eva et je vais vous présenter l'exercice sur les halogénoalcanes. Donc du coup, dans cet exercice, déjà, depuis qu'il est arrivé dans le magnifique monde de la L2, la vie de Sacha est remplie de péripéties. Mais ce n'est rien en comparaison avec le combat qu'il va vivre. En effet, alors qu'il se promenait avec Ondine dans les hautes herbes, un Pokémon rare apparaît. S'ensuivit alors un terrible combat pour pouvoir obtenir cette perle rare et pour posséder enfin le savoir absolu de la chimie organique. Sacha envoie alors Halogénoalcane combattre. Première attaque de Halogénoalcane. 2 réactions de substitution nucléophile. Mais petit problème, Sacha ne se souvient plus quelle molécule subit quelle substitution, ni quelles sont leurs caractéristiques. Donc concernant ces molécules, quel type de substitution nucléophile subissent-elles? Donc là on a 2 molécules bien différentes, et évidemment il y a les 2 substitutions nucléophiles. Donc dans la première molécule, on va avoir à la fois une SN1 et une SN2. Donc tout d'abord, il faut voir quels sont les groupes partants. Donc déjà, on voit le CN, l'iode et le brome.
Le CN, c'est un très mauvais groupe partant, donc déjà, on ne s'en occupe pas. Ensuite, on a l'iode et le brome. Donc ici, le brome, il va subir une SN1. Pourquoi une SN1? C'est parce qu'il est fortement encombré. Donc lorsqu'on se retrouve sur un carbone qui est fortement encombré, c'est une SN1. Une SN1, ça se passe en 2 étapes, c'est pour ça. On prend notre temps, parce que comme c'est très encombré, on va prendre notre temps pour faire la réaction, etc. Au niveau de l'iode, on va avoir une SN2. Une SN2, c'est en une seule étape, parce que c'est faiblement encombré. Donc du coup, là, on va se retrouver avec exactement les deux substitutions. Et pour ce qui est de la deuxième molécule, du coup, donc déjà, il faut identifier les groupes partants ou non partants. Donc là, déjà, on a un hydrogène, une chaîne carbonée principale, un fluor et une molécule et un groupe un peu bizarre, là, SHOHOHOHOH. Donc ici, comment identifier? Déjà, il faut savoir que le fluor, c'est le plus mauvais des groupes partants, donc on n'est pas censé s'en occuper. On s'en occupe pas. On sait qu'il va rester sur la molécule parce que c'est vraiment compliqué de le faire partir. Par contre, là, notre groupe bizarre avec le soufre, c'est un très bon groupe partant. Pourquoi? Parce qu'il y a un soufre. Et à chaque fois que vous allez avoir un soufre, même si vous avez un truc un peu chelou comme ça va vouloir dire que c'est un bon groupe partant. Parce que le soufre part bien. C'est comme ça. Donc ici, on sait déjà que ça va être le groupe avec le soufre qui va partir. Ensuite, c'est une molécule très encombrée ou pas très encombrée? Ici, c'est pas très encombré, pour la bonne raison qu'un hydrogène, c'est pas lourd. Donc du coup, ça va être quelque chose de secondaire, donc pas spécialement très encombré. Et ici, du coup, comme c'est pas très encombré, on a une SN2. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre notre temps pour faire les trucs, etc. On va pouvoir directement, t'as le S OH qui va partir, qui va être remplacé ici par le NH2. Du coup, c'est ce que je disais. Pour la molécule numéro 1, on va avoir les deux réactions, SN1 et SN2, donc substitution nucléophile 1 et substitution nucléophile 2. La SN1, elle a lieu au niveau du brome. Pourquoi? Parce que la molécule est encombrée, et brome, bon groupe partant. Et la SN2, elle a lieu au niveau de l'iode. Pourquoi? Car c'est une molécule peu encombrée, et que l'iode est un bon groupe partant. Et on ne s'occupe pas du CN, parce que c'est un mauvais groupe partant. Concernant la deuxième molécule, on va avoir donc une SN2. Pourquoi à nouveau? C'est un. Parce que le SOH, donc H4, SO4, c'est un bon groupe partant et que c'est peu encombré. Donc du coup, ça va être une SN2 et on ne s'occupe pas du fluor parce que fluor, mauvais groupe partant. Ensuite, évidemment, je vous demande quelles sont les caractéristiques des deux types de substitution. Donc ça, c'est une question de cours, mais très important, parce que si vous apprenez les caractéristiques, que ce soit pour la SN1, la SN2, la E1 ou la E2, si vous connaissez tout par cœur, vous n'allez pas avoir de mal en fait à faire toutes les différentes substitutions, éliminations, à savoir qui est quoi à quel moment. Si vous savez ça, il ne va plus y avoir de problème. Du coup, on va se retrouver avec une SN1, donc on a la concentration du nucléophile, ça n'intervient pas, on ne s'en occupe pas. Par contre, en SN1, 2 étapes. La première, c'est la formation du carbocation, donc ça c'est une étape plutôt lente. Et la deuxième étape, on va avoir attaque du nucléophile sur les deux faces du carbocation. Parce que comme on a un carbocation qui va se retrouver plan, ici notre NH2, du coup il va pouvoir attaquer des deux côtés du plan. Donc du coup, on peut avoir un mélange racémique. C'est une réaction non stéréospécifique. Et comme on peut attaquer des deux côtés du plan, donc réaction non stéréospécifique, mélange racémique, et donc formation de deux produits différents à la fin, qui vont se retrouver en quantité plus ou moins équivalente. Et donc ça, c'est favorisé par un fort encombrement stérique. Parce que du coup, plus on va avoir un carbone qui va être très encombré, plus on aura un carbocation stable. Parce que notre carbone, s'il est très encombré, il va falloir du temps pour que la réaction se fasse. Donc du coup, il faut 2 étapes. Donc il faut prendre son temps parce que c'est très encombré, etc. Si ton carbone il est peu encombré, ça va être une SN2 parce que ça peut se faire rapidement. Donc très encombré, SN1. Il faut vraiment partir là-dessus. Donc la SN2, la vitesse elle est proportionnelle à la concentration des deux réactifs. On a une seule étape, donc pas d'intermédiaire réactionnel. Et donc tout se fait en même temps, comme c'est peu encombré, etc.
on va avoir l'attaque du nucléophile et en même temps le départ du nucléofuge. Nucléofuge, ça veut dire groupe partant. Ce sont des synonymes. Donc ici, c'est une réaction stéréospécifique. Donc, comme c'est stéréospécifique, on va avoir inversion de la configuration du carbone asymétrique. Donc, on appelle ça une inversion de Walden. Très important à savoir, c'est un mot-clé. Inversion de Walden, vous devez savoir que c'est inversion du carbone asymétrique, de la configuration du carbone asymétrique. Et l'attaque du nucléophile, il se fait toujours du côté opposé à la liaison entre le carbone et l'halogène. Donc, avec la liaison entre le carbone et le groupe partant, parce que l'halogène, c'est le groupe partant. Et donc ça, c'est favorisé par un faible encombrement stérique. Parce que du coup, comme je le disais, si tu as un fort encombrement stérique, c'est-à-dire que ton carbone est très chargé, du coup, il faut prendre son temps. Et par contre, s'il est très peu chargé, tu peux aller vite. Donc si tu peux aller vite, c'est une SN2, et c'est une seule étape puisque c'est rapide. Ensuite, les produits de ces substitutions nucléophiles font des dégâts monstrueux sur le Pokémon rare. Donc quels sont les produits de ces substitutions nucléophiles? La première réaction, donc avec le brome, etc., elle suit à la fois une SN1 et une SN2. Donc ça subit à la fois une SN1 et une SN2. Donc si on se rappelle bien, on va avoir deux produits différents. Pourquoi? Parce qu'on a une SN1 et une SN1, ça va être deux étapes, et donc du coup on va avoir une réaction non stéréospécifique. Et donc du coup, on va avoir un mélange racémique. Donc ouais, dans le cas du SN1, on a deux étapes, c'est une réaction non stéréospécifique, et donc on a formation d'un mélange racémique. Donc du coup, on va se retrouver avec deux produits différents. Donc ici, les deux produits, c'est les deux qui sont affichés là. Donc déjà, on se rend compte que par rapport au début, pour ce qui est de l'endroit où il y avait l'iode, donc la SN2, une seule étape, l'iode était en avant du plan, et là, le NH2 se retrouve en arrière. Pourquoi? Parce que le NH2, du coup, il attaque du côté opposé au plan. Donc si on avait notre iode qui était en avant, le NH2, il attaque en arrière. Et l'iode, il part. Du coup, notre NH2, après, il est en arrière, comme c'est inscrit ici. Et ça va créer une inversion du carbone asymétrique, parce que du coup, l'hydrogène qui était sur ce carbone-là, tout à l'heure, il était en arrière, avant la réaction, et après la réaction, il se retrouve en avant. Donc du coup, ça crée une inversion. Je vous ai pas demandé de dire à chaque fois si c'était R ou S, parce que ici, c'est pas intéressant, mais vous pouvez avoir ça dans un exercice. C'est-à-dire qu'après, on vous dit, du coup, quelle est la configuration du carbone asymétrique ici. C'est possible. Donc du coup, faut bien avoir compris qu'il y a une inversion. Voilà. Et pour ce qui est du carbone qui tenait le brome, ça aura été fait en deux étapes, puisque c'est une SN1. Donc d'abord, on a le brome qui est parti. Ça a formé un carbocation. Et donc, à partir du moment où il y avait notre carbocation, notre NH2, il a pu attaquer des deux côtés, donc soit en dessous, soit au-dessus du plan. Ce qui permet d'avoir donc deux produits différents, un avec le NH2 en arrière et un avec le NH2 en avant, suivant par où il a attaqué. Ça, c'est tout à fait normal aussi. Et là, ça crée deux molécules différentes. Ensuite, donc, la deuxième réaction, c'était une SN2. Et donc, là, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, je vais prendre des petits stylos et fluo, etc. Donc ici, elle n'est pas du tout comme c'était écrit dans l'énoncé, parce qu'on a remis la chaîne carbonée principale dans le plan, pour que ce soit plus simple pour savoir dans quel sens attaque le NH2. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, au début, c'était le fluor qui était dans le plan, donc ça c'est mon fluor. Donc le fluor était dans le plan. Oula. Mon HSO machin chose était dans le plan aussi. Donc on était comme ça. Ça va être compliqué, attention. Ensuite, on avait notre hydrogène, donc représenté par ce beau stylo violet qui était en avant du plan. Et on avait notre... donc c'était notre chaîne carbonée principale, donc celle-là, qui était
en arrière du plan. Donc je le mets ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de faire au mieux. Donc c'était comme ça. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre du coup la chaîne carbonée principale qui était en arrière, on essaie de la mettre dans le plan. Donc comment on fait? Eh bien c'est très simple, on tourne notre main, ici. Du coup ça va se retrouver comme ça. Donc on a la chaîne carbonée principale qui était en arrière du plan ici, qui se retrouve là, dans le plan. Notre fluor ici, il se retrouve en avant du plan. Et notre hydrogène qui était en avant du plan se retrouve en arrière du plan. Et par contre, on a toujours notre HSO4 machin chose qui est dans le plan. Donc du coup, on est parti de cette molécule-là. Et on a imaginé ici que le NH2, il venait comme ça. Puisque c'est une SN2 ici, on a une seule étape. Donc du coup, on a imaginé que notre NH2, il venait. Hop, je trappe un autre stylo. Notre NH2, il vient comme ça. Et pile en même temps, on a le HSO machin qui part. Du coup, on va se retrouver avec la molécule qui est affichée sur le diapo, avec le NH2 toujours dans le plan, la chaîne carbonée dans le plan, le fluor en avant du plan, et l'hydrogène en arrière du plan. Voilà comment j'ai fait pour faire ça. Après, vous êtes pas obligé, vous faites... En tout cas, moi, je sais que les fluos, ça m'aide beaucoup. Ensuite, la quatrième question, il fallait détailler le mécanisme de réaction du coup que je viens de faire. Donc je ne vous refais pas les stylos parce que c'est assez compliqué. Mais donc du coup, en premier temps, il faut replacer les molécules comme je vous ai montré. Donc du coup, on remet l'hydrogène à l'arrière de la molécule parce que c'est juste une question de simplicité. Hein. Et on met la chaîne carbonée principale dans le plan. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ce que je vous ai montré, on va avoir le NH2, comme c'est une SN2, c'est une seule étape. Donc on a le NH2, comme je vous ai montré, qui attaque dans le plan. Et du coup, il y a le HSO, enfin c'est H4SO4 qui s'en va. Ce qui fait qu'on a un état de transition. Donc l'état de transition que je vous ai mis ici, c'est pour vous expliquer que le NH2, il arrive au moment où il y a le H4SO4. J'ai oublié de mettre le nombre de H sur la réaction. Mais que du coup, il y a le groupement avec le soufre qui part, en même temps qu'il y a l'amine qui arrive. Donc ça, c'est pas une étape qui existe vraiment. On peut pas mettre ça dans sa copie, entre guillemets, c'est vraiment un état de transition, c'est pour expliquer. Et donc ensuite, on va se retrouver avec le NH2 dans le plan, la chaîne carbonée dans le plan, le fluor en avant et l'hydrogène en arrière. Et il ne faut pas oublier du coup le H4SO4-, du coup, faut pas l'oublier parce qu'il est toujours là et donc du coup, faut bien le noter dans ses réactions. Parce que le groupe partant, il part, mais il est toujours dans notre solution en libre circulation, on va dire. Avant, c'était le NH2-, maintenant, c'est le HSO4-. Ensuite, pour cette réaction-ci, si on imagine que c'est une SN1, comment ça va se passer? Parce que bon, il faut quand même que je vous explique comment se passe une SN1. Donc ici, une SN1, on est d'accord, c'est en 2 étapes. Donc du coup, là, on va d'abord avoir formation du carbocation. Donc ça, la première étape, formation du carbocation, c'est une étape plutôt lente. Donc d'abord, on a l'iode qui part, et ça va faire un carbocation. Ici, c'est pas un groupement encombré parce qu'on a un hydrogène, etc. Mais ça n'empêche que si c'est une SN1, on a d'abord l'iode qui part. Donc formation d'un carbocation, et une fois que l'iode sera parti, du coup on a le NH2- qui va pouvoir attaquer sur les 2 plans du carbone. Ce qui va créer un mélange racémique, parce qu'il va y avoir 2 solutions différentes. Donc cette deuxième étape, c'est une étape qu'on dit rapide. Donc voilà, ici on a le mécanisme réactionnel. Étape 1, d'abord on a l'iode qui part, c'est une étape lente, il faut prendre son temps, etc. Et on a formation d'un carbocation, puisqu'il a 3 liaisons, alors qu'un carbone, normalement, ça en a 4. Donc on parle de carbocation. Et évidemment, il ne faut pas oublier de noter l'iode, parce que l'iode, elle est toujours dans votre solution, c'est juste qu'elle est plus accrochée au carbone. Donc il ne faut pas oublier de la noter ici. Ensuite, étape 2, c'est une étape plutôt rapide. Donc on va avoir l'amine, NH2, qui va attaquer le carbone électrophile, parce que oui, l'amine,
c'est un nucléophile et le carbone, il est électrophile, il cherche les électrons. Donc du coup, le NH2- va attaquer le C+. Et donc il peut attaquer sur les deux plans. Ce qui va faire que l'amine va attaquer en arrière ou en avant du plan, et ça va donner deux configurations différentes. Ici, donc je vous ai donné les deux. Donc c'est pas tout à fait pareil parce que comme tout à l'heure quand je vous ai expliqué avec la molécule du soufre, il suffit juste de tourner le carbone, et donc du coup là, j'ai mis le NH2 dans le plan pour les deux molécules, les deux produits. Par contre, une fois on a l'hydrogène en arrière, une fois on a le CH3 en avant, et une fois c'est le CH3 en arrière et l'hydrogène en avant. Ce qui fait que dans les deux cas, on a un carbone asymétrique qui tourne pas, qui n'a pas le même sens, R ou S. Voilà. Donc, SN1, deux étapes avec un mélange racémique. Toujours. Il faut vraiment apprendre à la question 2, je vous ai fait le topo, il faut vraiment l'apprendre par cœur. C'est vraiment hyper important. Ensuite, donc évidemment, on a notre Pokémon rare qui riposte, et il va envoyer deux réactions d'élimination très difficiles à contrer pour halogénoalcane. Et ces deux réactions d'élimination, c'est ces deux-là. Et donc, du coup, c'est quoi comme réaction d'élimination? Alors, pour savoir ce que c'est, attendez que je me retrouve. Donc déjà, ici, moi, ce que j'ai mis comme réaction d'élimination, c'est que des E2. Voilà, pour changer. Donc, déjà, sur la première molécule, il faut savoir quels sont les bons groupes partants et les mauvais groupes partants. S'il y en a. Donc, on a CH3, OH et iode. Donc, iode, on l'a vu tout à l'heure, c'est un très bon groupe partant. Donc, déjà, on sait que c'est lui. Et EH, c'est un très mauvais groupe partant. Donc, on n'en parle pas, tout simplement. Donc, du coup, la double liaison, puisque c'est une réaction d'élimination, donc c'est l'iode qui va partir, mais on va avoir création d'un alcène. Donc, notre double liaison, ici, on peut déjà se dire qu'elle sera soit entre l'iode et le CH3, soit entre l'iode et le carbone juste en dessous, tout en bas du cycle. Ou alors, ça peut créer un mélange racémique avec les deux. Sauf que du coup, dans une élimination d'ordre 2, donc ici, il faut que pour une élimination d'ordre 2, les hydrogènes ils doivent être en anti. Donc c'est-à-dire qu'on a l'iode en avant pour vous, et l'hydrogène sur les carbones d'à côté doivent être en arrière. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est que l'iode est en avant et l'hydrogène au niveau du carbone qui tient le CH3, il est en arrière. Donc on peut bien avoir une réaction d'élimination à cet endroit-là. C'est possible. Et donc pareil pour l'autre côté, enfin pareil pour le carbone en bas du cycle, parce que lui, il a deux hydrogènes, un en avant et un en arrière, puisque les deux liaisons sont dans le plan. Du coup, les deux hydrogènes, il va y en avoir un en avant et en arrière. Ça, c'est une élimination d'ordre 2. Et pour ce qui est de la deuxième molécule, c'est pareil, c'est deux éliminations d'ordre 2, parce que les éliminations d'ordre 2 sont lorsque c'est fortement encombré, donc ici, c'est deux éliminations d'ordre 2. Donc on va avoir donc toujours OH, le brome et le chlore. Le brome, on l'a vu tout à l'heure, très bon groupe partant, donc c'est lui qui va partir. Le OH, c'est toujours pas un bon groupe partant, donc il part pas. Et le chlore, c'est un bon groupe partant, donc il va pouvoir partir aussi. Donc là, on a deux éliminations d'ordre 2 sur la même molécule. Donc pour ce qui est du brome, la double liaison, elle va pouvoir se mettre où? Donc déjà, elle va pouvoir se mettre entre le brome et le carbone qui est en bas du cycle, à nouveau, puisque le carbone en bas du cycle, il a deux hydrogènes, un en avant du plan et un en arrière du plan. Donc, comme c'est une élimination en anti, ça va être l'hydrogène en arrière du plan qui va partir et le brome en avant du plan qui partira. Par contre, donc ça crée un alcène à ce niveau-là. Par contre, on ne va pas pouvoir avoir de formation d'alcène entre le carbone qui tient le brome et le carbone qui tient le OH. Pourquoi? Parce que sur le carbone qui tient le OH, il n'y a pas d'hydrogène. Donc comme il n'y a pas d'hydrogène, on ne peut pas faire la double liaison. Parce que du coup, le carbone qui tient le OH, il tient. Donc un carbone, ça a 4 liaisons. Il tient les deux liaisons du cycle, enfin qui font le cycle du coup là, et la liaison qui tient le OH, mauvais groupe partant, donc il ne part pas, et une liaison de CH3. Donc il a bien 4 liaisons, et dans ces 4 liaisons, il n'y a pas d'hydrogène, donc on ne pourra pas créer d'alcène ici. C'est pas possible. Donc voilà. Et pour ce qui est du chlore, pas que je l'oublie,
c'est aussi une élimination d'ordre 2. Et donc là, on va pouvoir avoir donc élimination d'ordre 2, une étape. Hein, et on va pouvoir avoir ici formation de 2 alcènes différents, puisque dans les 2 cas, on va avoir des hydrogènes des 2 côtés. Donc soit entre le carbone qui tient le chlore et le cycle, et le carbone qui tient le cycle, soit entre le carbone qui tient le chlore et l'autre carbone de l'autre côté, parce que pareil, on a des hydrogènes en anti pour les deux. Hydrogène en anti, quand on parle en anti, ça veut dire que c'est de côté opposé. Donc si le chlore puisque là le chlore est en avant du plan, quand je dis en anti, ça veut dire que l'hydrogène qui est sur l'autre carbone, il doit être en arrière. Puisque si on a un en avant, l'autre doit être en arrière. C'est ça en anti. C'est opposé. Donc si je réexplique, la toute première molécule, donc le cycle, avec l'iode, le CH3 et le OH en haut, elle subit une réaction d'élimination sur l'iode. Parce que l'iode, c'est un très bon groupe partant, alors que le OH, très mauvais. Donc c'est sur l'iode. Et on a vu qu'il y avait 2 H situés en anti qui étaient disponibles. Donc ces 2 H, c'est sur le carbone qui tient le CH3, et c'était sur le carbone tout en bas du cycle. Donc, du coup, pour que cette élimination d'ordre 2 se produise, donc les 2 hydrogènes doivent être opposés au groupe partant. Donc ici, ils doivent être en arrière, parce qu'on a notre iode en avant, donc les hydrogènes doivent être en arrière, puisque c'est anti, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, et puis en plus, la zone concernée est encombrée, parce que l'élimination d'ordre 2, c'est rapide, parce que c'est une seule étape, et ça se fait sur des endroits encombrés. Et OH, c'est un mauvais groupe partant, donc on s'en occupe pas. Pour ce qui est de la molécule 2, donc du coup, on va avoir 2 réactions d'ordre 2, une sur le brome et une sur le chlore. Le brome et le chlore, c'est tous 2 des bons groupes partants, donc ils vont tous les 2 partir, et le OH, toujours mauvais groupe non partant. Et en plus, c'est fortement encombré, c'est pour ça qu'on parle d'une élimination d'ordre 2. Et voilà, c'est comme ce que je vous expliquais. Donc évidemment, maintenant, je vous demande quelles sont les caractéristiques, parce que c'est comme pour les substitutions nucléophiles, il faut bien connaître les caractéristiques. Donc l'élimination d'ordre 1, ça se fait avec une base faible. On a un faible encombrement stérique. On va avoir un proton en bêta du groupe partant. Donc bêta-élimination. On a 2 étapes. Donc d'abord un carbocation, qui est une étape plutôt lente. Et ensuite on a l'hydrogène en bêta qui va être arraché par une base et on va avoir formation de l'alcène. Il y aura un exemple après. Pour l'élimination d'ordre 2, c'est une base forte, donc exactement l'inverse de l'élimination d'ordre 1. Donc c'est une base forte, c'est un fort encombrement stérique, c'est pour ça que c'est rapide, c'est pour ça que, oui c'est rapide, parce que c'est très encombré. On a une réaction de bêta-élimination en une seule étape et sans intermédiaire. Comme c'est très encombré, ça va vite, on se dépêche pour que ce soit moins, entre guillemets. Comme c'est une élimination, il y a beaucoup de trucs, on se dépêche vite pour qu'il y en ait moins. Donc, une élimination rapide. Je sais pas si c'est clair. C'est histoire d'essayer de se rappeler, quoi. Donc, c'est une réaction de bêta-élimination aussi, en une seule étape. Donc, pas d'intermédiaire, puisque c'est une seule étape, et que c'est rapide. On parle d'élimination en anti-transélimination ou élimination anti-périplanaire. Parce que c'est la configuration la plus stable. Donc, élimination en anti, transélimination, élimination anti-périplanaire, ce sont 3 synonymes. Donc si vous avez ça dans un énoncé, ça veut dire la même chose. Donc il faut vraiment comprendre ce que veut dire à chaque fois. Ce que ça veut dire à chaque fois. Vous dire, vous marquez dans un petit carnet, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, pour être sûr de pas ne pas comprendre l'exercice le jour du concours. Ensuite, quels sont les produits majoritairement formés? Donc déjà, si j'ai écrit majoritairement, c'est parce qu'il y en a d'autres. Donc il faut bien lire l'énoncé. Si c'est majoritairement, c'est qu'il ne faut pas en écrire 36 000. Donc là, j'ai mis un seul produit. C'est pas pour ça qu'il y en a qu'un. Donc, dans la première molécule, on a une élimination d'ordre 2, dans la deuxième aussi. Et le produit majoritairement formé, ça va être le produit avec l'alcène qui va se retrouver entre le carbone qui tenait l'iode et le carbone qui tient le CH3. Pourquoi? Parce que l'alcène est plus substitué comme ça, du coup il est plus stable. Et ce qu'on recherche en permanence, c'est la stabilité de la molécule. Donc l'alcène qui sera majoritaire, ce sera toujours le plus stable. Donc quand vous avez un truc avec
une réaction avec, je sais pas moi, 2 ou 3 produits différents, si on vous demande le majoritaire, ce sera toujours celui qui est le plus substitué, parce que c'est toujours le plus stable. Toujours. Et pour la deuxième réaction d'élimination, c'est la même chose, on cherche l'alcène le plus stable, la molécule la plus stable. Donc ici, on avait dit que pour la substitution nucléophile qui s'intéresse au brome, pour la deuxième molécule, il n'y a qu'une seule solution. L'alcène, il se trouve forcément entre le carbone qui tient le brome et le carbone qui tient les 2 hydrogènes tout en bas du cycle. Parce que sur le carbone qui tient le groupement OH, il n'y a pas d'hydrogène. Donc il ne peut pas y avoir d'alcène de formé à cet endroit. Donc c'est forcément à cet endroit-là que se trouve l'alcène. Pour l'alcène du chlore, donc on avait 2 choix. Soit entre le carbone qui tient le chlore et le cycle, et le carbone qui tient le cycle, soit entre le carbone qui tient le chlore et le carbone qui tient les 2 OH, les 2 hydrogènes, de l'autre côté. Donc ici, l'alcène le plus stable, ce sera l'alcène qui va tenir le cycle. Du coup, le produit majoritairement formé, ce sera celui qui est mis sur le diapo, parce qu'il est plus substitué. Il y a plus de groupements. Voilà, tout simplement. Donc, grâce aux connaissances inébranlables d'Ondine concernant les mécanismes réactionnels, Halogénoalcane arrive à parer l'attaque juste à temps. Donc, vive Ondine, quand même. Détailler le mécanisme de réaction de la première molécule. Donc, la première molécule, c'était notre beau cycle avec le OH, le CH3 et le brome. Donc ici, on a une seule étape, comme je l'ai dit. On a une seule étape pour une élimination d'ordre 2, parce que c'est rapide. Donc la base, elle va attaquer, et l'iode, il part en même temps. Donc ça fait comme tout à l'heure. La base va attaquer en haut, l'iode part, et on a formation de l'alcène. Et c'est bien l'iode qui part de la molécule, et pas le groupement alcool, donc OH, parce que OH, c'est un très mauvais groupe partant. Donc c'est bien l'iode qui part. Et donc du coup, le carbone le plus stable, c'est celui qui porte le CH3 parce qu'il est plus substitué que celui qui porte les 2 hydrogènes. Donc l'alcène majoritairement formé, ce sera bien entre le CH3 et le carbone qui tenait l'iode. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Donc on a bien notre CH3 au moins qui attaque au niveau du carbone qui tient l'hydrogène, ce qui va faire qu'on va se trouver après avec un CH3OH. Et donc du coup ça crée une double liaison. Donc là j'ai marqué comment on fait l'alcène principale, mais ça marche exactement de la même façon pour l'alcène minoritaire. Et donc du coup on a la formation de la double liaison et en même temps on a l'iode qui part. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et ça, donc c'est pour le majoritaire. Et on prend le majoritaire parce que c'est la règle de ZSEV, donc c'est-à-dire qu'on cherche toujours ce qui est le plus substitué. Toujours, toujours, toujours. Donc on a formation de 2 alcènes, le majoritaire et le minoritaire. Majoritaire entre CH3 et le carbone qui tenait l'iode, et le minoritaire entre le carbone qui tenait l'iode et le carbone qui tient les 2 groupements hydrogène. Voilà. Et donc il faut bien penser à noter, quand vous avez un mécanisme réactionnel comme ça, bon c'est bien, on a bien le produit majoritaire et minoritaire, mais il ne faut pas oublier que dans notre solution, on a toujours le CH3OH, cette fois, parce que il est toujours là, sauf qu'il a capté un hydrogène. Et il ne faut pas oublier l'iode non plus, parce que l'iode est part, mais elle part de la molécule, il est toujours dans la solution. Donc il faut noter IMO, c'est important. Ensuite, pour cette réaction, il faut la détailler. Donc ici, si on imagine que c'est une élimination d'ordre 1, comment ça se passe? Donc déjà, c'est en 2 étapes. Donc comme c'est une élimination d'ordre 1, c'est un faible encombrement normalement. Donc déjà, le CH3 que j'ai mis sur la molécule de réactif, il faut l'enlever, c'est une erreur. Puisque c'est une molécule faiblement encombrée, qu'il faut, pas forcément. Donc du coup, le CH3, c'est voilà. Donc, d'abord, on a le chlore qui part, parce que élimination d'ordre 1, 2 étapes. Donc une étape lente, une étape rapide. Le chlore qui part, ça va permettre de former un carbocation, dans un premier temps. Donc ça, c'est lent. Il ne faut pas oublier de noter le Cl- toujours, parce qu'il est toujours présent dans la réaction, comme je l'ai dit. Donc là, on peut avoir 2 mécanismes différents. Là, j'ai noté les 2. Donc d'abord, on a le CH3 au moins. Donc la deuxième étape, c'est l'étape rapide.
Le CH3O- peut attaquer au niveau du carbone le plus substitué. Donc le carbone le plus substitué, c'est le carbone qui tient les deux chaînes carbonées R1 et R2, puisque du coup, il a plus de gros groupements. Donc il va attaquer à ce niveau-là, ça va créer une double liaison entre le carbone qui tient le R1 et le R2 et l'actuel carbocation. Donc ici, c'est l'alcène majoritaire parce que c'est le plus substitué, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il peut aussi attaquer de l'autre côté. Et donc là, ça va être intéressant parce qu'on peut avoir soit un alcène E, soit un alcène Z, puisque c'est moins substitué. Mais ce ne sera pas les alcènes majoritaires, puisqu'ils sont moins stables. Donc là, du coup, on va avoir 3 produits possibles différents, hein, comme vous avez vu. Donc le CH3O-, il peut aussi attaquer sur l'hydrogène qui est situé sur le carbone après le carbocation, donc sur le carbone le moins substitué. Donc, on va avoir formation d'un alcène entre le carbone moins substitué et le carbocation. Et après, ça va soit créer un alcène E, soit un alcène Z. Et entre les alcènes E et les alcènes Z, c'est toujours le E le plus stable. Pourquoi? Parce que les groupements les plus lourds seront bien répartis. Ils seront en E, donc égyptiens, et ils seront répartis de chaque côté de l'alcène. Donc là, on a notre double liaison. C'est là, c'est là. Donc c'est bien réparti. Que si on se retrouve avec notre double liaison, et ensuite de ce côté-là, s'il n'y a pas une bonne répartition, donc c'est moins stable. On cherche toujours, comme je dis, la stabilité. Et après, bien sûr, on a le CH3OH. Faut pas l'oublier. Ce qui fait que dans cette réaction-là, dans cette réaction d'élimination d'ordre 1, on va avoir en alcène majoritaire, donc premier type d'alcène, celui entre l'ex-carbocation ou l'ex-carbone qui tenait le chlore et le carbone qui tenait les deux groupements lourds. Donc ça, c'est le majoritaire, parce que c'est le plus stable, le plus substitué. Ensuite, le deuxième plus stable, on va dire, c'est l'alcène E, parce que les groupements sont bien répartis de chaque côté de la double liaison. Donc ensuite, ça va être celui-là. Et l'alcène qu'on va retrouver le moins dans la solution, ça va être l'alcène Z. Donc celui qui n'est pas bien stable du tout, enfin le moins stable, celui où on va avoir tous les groupements du même côté de la double liaison. Donc dans la solution, il va bien y avoir ces 3 alcènes-là. Il va y avoir les 3. C'est juste qu'on ne les retrouvera pas dans la même quantité. On va avoir en premier le majoritaire, ensuite l'alcène E et en dernier l'alcène Z. Mais les 3 existent. Donc dans un exercice, si on vous demande quels sont les alcènes réalisés après cette élimination d'ordre 1, si on vous demande ça, et qu'on vous propose ces 3 alcènes-là, il faut cocher les 3, pas uniquement le premier, à part si on vous demande le majoritaire. Mais si on vous demande quels sont les alcènes qui existent après la réaction d'élimination d'ordre 1, ce sont ces 3-là, il n'y en a pas d'autres. Et ensuite, dernière question, pour arriver à bout du Pokémon rare, Halogenoalcane lance son attaque fatale, la règle de Zetsev. Alors, qu'est-ce que la règle de Zetsev? Cette règle stipule que dans une élimination d'ordre 2, on obtient majoritairement l'alcène le plus substitué, c'est-à-dire l'alcène le plus stable. Donc ça, c'est une règle à connaître par cœur, donc j'ai voulu quand même la mettre parce que c'est assez important. Voilà. Donc du coup, notre Pokémon rare a battu notre Pokémon rare est battu par notre Pokémon favori, et il se fait attraper par Sacha. Et le chemin est encore long pour Sacha avant d'avoir le pouvoir de la Shinyorga, mais il le sait bien, cette aventure le rapproche encore un peu plus de son objectif final. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour cet exercice surtout. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour le confinement, pour tout ce qui s'annonce, etc. Et je vous envoie que du love. Si vous avez n'importe quelle question, demandez au tuteur. Nous sommes tous là pour ça. Des bisous.
Donc, exercice 4. Donc, quelle est cette réaction? On a un alcène avec d'un côté un groupement CH3 et un hydrogène et de l'autre deux groupements CH3. En première étape, on a 3 oxygènes et en deuxième étape, on a de l'eau. On doit tout de suite penser à une ozonolyse. Donc, c'est une ozonolyse. Il y a l'ozonolyse classique et l'ozonolyse en milieu réducteur. C'est pas celle en milieu réducteur parce que sinon, on aurait la présence d'un atome de zinc. Maintenant, quels sont les produits possibles de ce type de réaction? Donc, quels sont les produits possibles de l'ozonolyse? Donc, les produits possibles de l'ozonolyse, ils vont dépendre en fait de ce qu'on va trouver de chaque côté de la double liaison et des groupements qui vont être liés à l'atome de carbone. Donc, des cétones, oui, on peut créer une cétone lors de l'ozonolyse lorsque notre carbone impliqué dans la double liaison n'est lié à aucun hydrogène. Pour le peroxyde d'hydrogène, c'est aussi du coup un produit possible de l'ozonolyse dans le même cas où on crée des cétones. L'acide carboxylique, c'est en effet, ça aussi, un produit possible de l'ozonolyse lorsque notre carbone impliqué dans la double liaison va être lié à un seul hydrogène. Le dioxyde de carbone maintenant, c'est aussi un produit possible de l'ozonolyse dans le cas où en fait notre carbone impliqué dans la double liaison va être lié à 2 atomes d'hydrogène. Et en ester, on ne peut pas créer d'ester grâce à l'ozonolyse. Donc ici, on vous a mis les mécanismes pour avoir une illustration de ce qu'on a dit précédemment. Donc ici, on voit que notre carbone impliqué dans la double liaison est lié à 2 groupements CH3, donc à aucun hydrogène. On a alors la production d'un cétone. Même chose de ce côté-là, production d'une deuxième cétone. On a aussi du coup la production de peroxyde d'hydrogène. Ici, on vous montre comment le peroxyde d'hydrogène est formé. Ici, on est dans le cas où on a notre atome de carbone impliqué dans la double liaison qui est lié à 2 hydrogènes. Donc, on avait dit qu'on avait la création de dioxyde de carbone. Pour faire du dioxyde de carbone, on va passer du coup par du méthanal et du peroxyde d'hydrogène qui vont interagir ensemble pour faire du dioxyde de carbone. On voit que de ce côté-là, le carbone est lié à 2 groupements CH3. Du coup, même cas que juste avant. Et donc, on a la production de cétone et de peroxyde d'hydrogène. Quelle est la première étape de la réaction? Du coup, la première étape de la réaction de l'ozonolyse, ça va être l'attaque des 3 oxygènes sur la double liaison. Donc, on a une addition du coup maintenant nucléophile-électrophile, c'est une addition qui est électrophile. En fait, on a la disparition d'une liaison sigma, d'une liaison pi au profit d'une liaison sigma. Trouver le premier intermédiaire de la réaction parmi les réponses proposées. Du coup, parmi les réponses proposées, la bonne réponse, c'était la C. En fait, on a les 3 oxygènes qui vont venir attaquer la double liaison. Et on retrouve par contre les mêmes groupements de chaque côté. On retrouve toujours CH3 et hydrogène à gauche et les 2 CH3 à droite. Du coup, lors de la deuxième partie de la réaction, on met l'intermédiaire trouvé précédemment en contact avec de l'H2O, du coup, deuxième partie de la réaction. Maintenant, il fallait écrire les mouvements d'électrons avec des flèches et les produits formés. Donc, lorsqu'on trouvait on a trouvé l'item C à la question précédente. Donc ici, on voit qu'on a un mouvement d'électrons ici. On va voir du coup l'apparition d'une double liaison avec l'oxygène et ce carbone-là. Et on va voir la formation de cet intermédiaire-là. Ici, on va voir pareil, déplacement d'électrons ici, formation d'une double liaison entre cet oxygène et ce carbone-là, et on a la formation de cet intermédiaire-là. Maintenant, pour la formation de ça, donc on a déjà nommé précédemment qui est le peroxyde d'hydrogène, on va avoir ici un mouvement avec le doublet non liant de la molécule d'eau, et il y a la formation du coup du peroxyde d'hydrogène juste là. Donc les produits formés, alors on les reconnaît, on a ici H2O2 et ici on a ce groupement-là, ça c'est simple, c'est une cétone. Ici le peroxyde d'hydrogène qu'on a déjà nommé précédemment et ici, alors on avait dit que normalement lorsqu'on a un hydrogène qui est lié au carbone ici, on devrait trouver un acide carboxylique. On n'a pas d'acide carboxylique ici, on passe par un intermédiaire aldéhyde. Maintenant, si on fait interagir l'aldéhyde et le peroxyde d'hydrogène, c'est la question suivante. Donc normalement, on va pouvoir former un acide carboxylique ici, qui est un des produits justement de l'ozonolyse qu'on était censé trouver.
Donc maintenant, on va décrire un peu cette réaction ici. Donc cette réaction, la réaction entre le peroxyde d'hydrogène et l'aldéhyde, elle n'est pas écrite dans votre cours, mais vous êtes capable normalement de pouvoir deviner le mécanisme d'une réaction. Ça fait partie des choses que le prof pense que vous êtes censé pouvoir faire pour le concours. Donc on commence avec tout simplement notre aldéhyde et un proton, du coup qui va venir se lier sur l'oxygène, et on a la formation d'un alcool. On a notre peroxyde d'hydrogène H2O2 ici qui va venir attaquer la double liaison en dessous, et on a la formation d'une molécule à 3 oxygènes. Acide carboxylique, c'est 2 oxygènes. Donc on a ici la base qui va venir arracher un proton et qui va permettre du coup d'arriver à cette molécule-là. Ici, par des mouvements d'électrons, on va avoir la formation d'une double liaison ici par don d'électrons, et on va avoir un don aussi ici qui va permettre de désolidariser cette molécule. Cette molécule, on la reconnaît, c'est H2O. Donc là, on se retrouve avec une molécule avec uniquement 2 atomes d'oxygène, donc on se rapproche de l'acide carboxylique qu'on veut, mais par contre, on a encore un hydrogène en trop, et du coup, on a la base qui va venir arracher un proton ici, et donc on aboutit à notre acide carboxylique à la fin. Donc je vous laisse quelques temps pour prendre en photo cette réaction ou l'écrire chez vous. Mais donc c'est important de savoir que le professeur peut vous demander des réactions qui n'ont pas forcément été écrites dans votre cours, mais que vous êtes censé quand même pouvoir deviner. Donc après, juste un dernier résumé du mécanisme de l'ozonolyse. Dans ce cas ici où on a d'un côté CH3 et H et de l'autre c'est deux groupements CH3. Première étape, attaque électrophile des 3 oxygènes. Ici qui vont venir attaquer la double liaison. Donc on en a un au-dessus, 2 en haut. De chaque côté, ça ne change pas. CH3H, CH3H et double CH3. Après ici avec les mouvements d'électrons et la molécule d'eau, on va pouvoir arriver justement à notre intermédiaire aldéhyde, notre cétone et notre peroxyde d'hydrogène. Du coup cétone et peroxyde d'hydrogène produits par ce côté-là de la molécule, et puis on a notre aldéhyde produit par ce côté-là de la molécule. Ici, l'interaction entre le peroxyde d'hydrogène et l'aldéhyde pour pouvoir former l'acide carboxylique, mécanisme qu'on a justement développé dans la question précédente. Donc si on doit résumer les produits de l'ozonolyse, dans ce cas-là, on va avoir du coup comme produit de l'ozonolyse notre acide carboxylique tout en bas et un cétone, une cétone. Alors bonjour à tous, c'est encore moi, si vous avez vu la chimie générale, Michael. Et je vais donc finir avec le dernier exercice de la chimie organique. Donc on est parti pour l'exercice 5. Voilà, un petit même pour la chimie organique. C'est quand même assez, ça fait un peu mal à la tête, mais quand même moins que la chimie générale. On est d'accord. Alors, soit 2 molécules suivantes A et B, le professeur Chen fait visualiser à Sacha. On a donc ici un acide carboxylique et ici un alcool primaire qu'on va fusionner en quelque sorte. Donc quel est le produit de cette réaction si on additionne ces 2 composés et comment se nomme cette réaction? Alors ça va pas trop poser de problème. Ici on les additionne et on a un ester, yes. Voilà, donc produit des molécules A et B. Comment se nomme cette réaction? Une estérification tout simplement, pour former un ester. Alors ici on demandait la question 2, la première étape mise en jeu. Alors là c'est important le mécanisme d'un ester, parce que connaître les réactifs et les produits c'est une chose, mais connaître le mécanisme c'est une autre chose et c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant je vais vous demander de comprendre ce que je vais expliquer, parce que en chimie organique c'est un peu toujours les mêmes délocalisations d'électrons qui apparaissent, les mêmes réactions qui apparaissent, et au concours vous aurez normalement il y en a chaque année des réactions qui ne sont pas écrites dans le cours, où il faut deviner le produit, et la seule manière de deviner le produit quand on connaît pas la réaction, c'est de décrire le mécanisme. Donc il faut connaître les mécanismes, voilà, et connaître comment ça marche. Alors la première étape de la réaction consiste en une protonation de l'acide carboxylique au niveau de l'oxygène de la double liaison
pour former un oxygène chargé positivement. Cela favorisera l'attaque nucléophile de l'alcool, donc sur le carbocation par la suite. Alors, voici la première étape. Ici, l'oxygène va capter le proton, ce qui fait qu'il devra donner un doublet non liant, hein, et donc il sera chargé positivement, parce que si on compte autour, ça fait 5 électrons de valence, or l'oxygène en a de base 6, donc il est déficitaire en 1 électron. Donc là, l'oxygène est chargé positivement, il se dit, bon, il n'aime pas être chargé positivement, c'est logique, hein, voilà, c'est un atome qui est quand même électronégatif, donc il va prendre la liaison, la double liaison, il va la prendre. Elle va aller vers lui. Donc je vais décrire les prochaines étapes du mécanisme parce que c'est important que vous compreniez tout ça. Alors voilà, on parle de cette carboxylique et voilà, on a ces réactifs là. Donc ici on l'a décrit, hein, il y a une protonation et l'oxygène va prendre la double liaison parce qu'il veut être neutre. Mais comme il prend la double liaison, ici il y aura un carbocation. Le carbocation, il va être attaqué, donc c'est une attaque nucléophile, par l'alcool primaire, hein, celui-là. Il va être attaqué par cet alcool primaire, donc par l'oxygène de l'alcool primaire, hein, c'est pas le H qui va attaquer bien sûr, c'est bien l'oxygène de l'alcool. Mais l'alcool, là on voit qu'ici l'oxygène est chargé positivement parce qu'il est relié à 3 groupes. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous avez un oxygène qui est chargé positivement et qui est relié à un H et qui n'est pas relié à de double liaison, il va dans tous les cas prendre la liaison qu'il a avec ce H, prendre l'électron qu'il y a dans cette liaison là pour être neutre. Donc le H va se barrer et l'oxygène va être neutre et donc on va avoir ce OR1, cet éther ici. Voilà, c'est ce qui va se passer dans la plupart des cas. Ici, il y aura aussi le même mécanisme par la suite. Donc voilà. Donc une fois qu'il est neutre, l'oxygène, on a cette espèce de dialcool avec un éther ici. Voilà, une molécule un peu chelou. On est d'accord. Maintenant, on a des OH et on se rappelle qu'ici on veut avoir un ester. Là, on a beaucoup trop de O là. En ester, il n'y a que deux oxygènes. Donc ici, il faudra que un des groupements OH parte. Donc on va dire que celui-là part, hein, ça aurait pu être lui, on va dire que c'est celui-là. Donc l'oxygène va prendre un proton, pareil une protonation, pour que... Alors cette fois-ci, l'objectif de cette protonation, ça va être de rendre cet alcool, de faire en sorte qu'il soit un bon groupe partant. Parce qu'un alcool simple, comme ça, c'est pas du tout un bon groupe partant. Donc la seule manière de rendre un alcool groupe partant, c'est de le faire protoner. Donc ici, on a une protonation, et hop, vous voyez la flèche rouge symbolise le fait que ce groupement, il va partir. Comme il part, on aura un carbocation ici. Un carbocation, il voudra être chargé, il ne voudra pas être chargé, il voudra être neutre. Or ici, on voit bien qu'il est relié à un oxygène qui a 2 doublets non liants. Donc par effet mésomère, je vous rappelle, doublé non liant, sigma et charge positive, ça va faire une délocalisation d'électrons et l'oxygène va donner une double liaison à ce carbocation. C'est ce qu'on a ici, on a une double liaison, le carbocation, c'est plus un carbocation, il est neutre, et cet oxygène, par contre, il va être chargé positivement. Et comme je vous ai dit, si vous avez un oxygène chargé positivement relié à un H, voilà, il va prendre la liaison avec ce H et prendre l'électron qui est dans cette liaison-là pour être neutre. Voilà, donc ça en fait, pour deviner, c'est difficile, très difficile de deviner ce mécanisme-là, donc c'est bien de le comprendre et un peu l'apprendre. Celui-là, pour le coup, c'est un des seuls mécanismes à quand même un peu apprendre parce que il est assez difficile à visualiser en fait. Donc voilà, s'il y aurait bien une chose à chimie organique à apprendre, c'est un peu ça. Mais aussi à comprendre, hein. À comprendre pourquoi, voilà, une protonation ici, etc. Donc voilà, petite photo de Homer Simpson. Question 3. Quel réactif a-t-on utilisé pour passer de la molécule A à la molécule C au niveau du point d'interrogation, ici? Alors là, déjà on se dit,
Ok, on a cette ici le OH est devenu un Cl, donc obligatoirement le réactif il aura un Cl. Cette molécule contiendra un atome de chlore. Donc ça peut être HCl, Cl2, ça peut être SOCl2, et plein de molécules avec Cl. Hein. Mais ici, voilà, ça va être SOCl2. Alors, il y en a d'autres, il me semble il y a PCl5 aussi qui marche. Mais il n'y aura pas de HCl ici. Pourquoi? Parce qu'en fait le mécanisme de cette réaction, alors il est assez complexe, mais il n'est pas décrit dans votre cours. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, hein, apprendre par cœur, c'est qu'ici, hop, COH, COCl, le réactif ça va être SOCl. On va apprendre par cœur ici, pas vraiment de secret, mais ça va pas être HCl ou Cl2. Ok. Donc ici, le réactif utilisé est le chlorure de thionyle, hein, c'est ce qu'on appelle. Des fois, c'est un peu important de connaître les noms. Enfin, au concours, il peut vous poser la question. Alors, cette année, c'est pas le même prof qui fait les questions, mais il peut vous poser des questions de sorte. On fait une addition d'un acide carboxylique avec un chlorure de thionyle sans donner la formule brute de la molécule. Et là, il faut savoir ce que c'est un chlorure de thionyle. Donc c'est assez difficile à deviner à partir de ça, hein, mais c'est pour ça voilà, c'est important de connaître aussi le nom de la molécule. Ok, il permet la formation d'un halogénure d'acide, donc ça c'est un halogénure d'acide, halogène sur un groupement carbonique. Donc voilà. Ensuite, on a cette molécule D, donc un schéma réactionnel, qui passe successivement par deux réactions. Ici on a une addition d'amine, et ici on a une réduction par NaBH4. Alors, quel produit obtient-on lorsqu'on additionne la molécule D avec un amine primaire RNH2? RNH2, c'est un amine primaire. Alors, c'est une imine. Alors, qui comporte une double liaison CN. Donc, voilà, une double liaison ici. Qui se caractérise par l'addition nucléophile de l'amine sur le groupement carbonyle de l'acétone suivi d'une élimination. Alors ça c'est assez compliqué, hein, mais je vais vous montrer le mécanisme tout de suite. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici le O, par cœur, hein, ça vous connaissez par cœur, c'est que si on ajoute un cétone par un RNH2 ou un groupement carbonyle, hein, ça peut être un aldéhyde aussi, par RNH2, le O il va être remplacé par un NR1, par le groupement amine primaire ici. Voilà. Simplement, ici on a juste remplacé les deux. Maintenant le mécanisme il est plus complexe, le voici. Donc ici, première étape, hein, dans la plupart des cas quand vous avez un groupement carbonyle, la première étape, ce sera l'oxygène qui deviendra chargé négativement. C'est quasiment tout le temps le cas. Parce qu'en fait comme ça vous avez une réaction d'addition parce que ici vous aurez une carbocation et le RNH2 va attaquer. Ici donc on a cette molécule là, N plus H. Alors ici on a un O- N+. Alors les deux veulent être chargés négativement. Ça tombe bien, il y a un H. Le O- va capter le H du N+, du NH2R+. Il va capter son H. Et comme ça, le N, il va prendre la liaison qui est avec le H. Comme ça, le N va être chargé, va prendre un électron, donc il va être neutre. Et le O- va prendre un proton, donc il va être neutre. Voilà, c'est ce qui va se passer ici. Donc c'est un échange de protons, c'est une réaction acide-base au sein d'une même molécule, hein, ça existe. Voilà, donc ici on a tout est neutre, ici c'est parfait. C'est ce qu'on appelle un hémiaminal, bon c'est pas à connaître ça. Donc ensuite, à partir de là, on se dit ok, j'ai un OH ici, mais je sais que dans mon imine, j'ai pas de OH. Donc il faudra faire en sorte que ce OH là, cet hydroxyle, il parte. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire partir un hydroxyle, il faut le faire protoner. Donc ici on a une protonation. Le OH2+, il va partir. Et ici on aura une formation de carbocation ici. Ici on aura une carbocation. Mais d'ailleurs je voulais dire, mais OH2+, pourquoi c'est un bon groupe partant? Simplement parce qu'en fait s'il part, ça forme un H2O, ça forme de l'eau. Donc c'est parfait. Donc ici on a une formation de carbocation. Or, ici on a la mésomérie. C'est important de relier un peu les chapitres. Ici on voit bien qu'on a la mésomérie parce qu'on a un doublé non liant.
sur le N. Ma souris ne va pas s'afficher. Ok, un double non-liant sur le N. Et sur le, on a une liaison sigma et une charge plus. Donc, mésomérie, il y aura formation d'une double liaison. Mais le N va être chargé positivement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'électron qui est relié au H et hop, I va être neutre. Voilà. Et donc pour former l'imine. Et voilà, c'est important de connaître ce mécanisme. Alors ce mécanisme, il est assez compliqué encore, hein. C'est comme l'estérification. C'est deux mécanismes qui sont, pour moi, je pense, les plus compliqués, qui sont écrits dans votre cours. Donc voilà, à connaître, hein, et à comprendre aussi les différentes étapes. Alors quel produit obtient-on à partir du produit obtenu la question précédente lorsqu'on y ajoute le NaBH4? Alors, NaBH4, à connaître par cœur, c'est un réducteur. Il y a deux réducteurs. Enfin, non, il y en a plusieurs, il y en a trois, on va dire. Il y a NaBH4, LiALH4 et H2. Mais H2, c'est toujours avec un catalyseur. Donc, H2, c'est que pour les alcènes et les alcynes. Ici, on se focalise que sur NaBH4 et LiALH4, comme on a un groupement imine. Alors, ici, on aura donc ce NaBH4, on a une réduction. Une réduction, ça implique quoi? Ça implique, on va dire, la destruction, c'est pas une destruction, mais de la double liaison, pour que, voilà, ici, le N ait un H. Donc, je rappelle, la réduction, ça marche pour les O, mais aussi pour les N, hein, et aussi pour d'autres atomes, du moment que la double liaison va disparaître pour qu'il y ait un H ici et un H sur le carbone. Voilà ce qui se passe. Donc c'est, on l'imine obtenu par addition de la amine primaire. Donc le réactif NaBH4 est un hydrure qui est fortement réducteur. Alors quand on dit fortement réducteur, c'est relatif. Il est quand même moins réducteur que LiALH4, parce que si vous voyez dans votre cours, vous avez un tableau vers la toute fin de la chimie organique, vous avez un tableau qui vous décrit les différentes, ce que LiALH4 et NaBH4 réduisent. En fait, on remarque que NaBH4 ça réduit que les aldéhydes et les cétones, alors que LiALH4 ça réduit quasiment tout. Donc voilà, il y a quand même un faible pouvoir réducteur par rapport à LiALH4, mais voilà, c'est quand même un bon réducteur et il réduit par conséquent les imines aussi. Donc on aura la formation d'un amine secondaire. Secondaire, il est relié à deux groupements carbonés. Alors le mécanisme, je vous le décris, il n'est pas écrit dans votre cours il me semble, mais c'est quand même bien de comprendre pourquoi on a une réduction, comment ça marche une réduction par NaBH4. C'est le même mécanisme pour LiALH4, donc voilà. En fait ce qui va se passer ici, c'est que votre N, il va déjà, comme la plupart des cas, il va prendre la double liaison pour devenir N-. On aura donc la formation d'un carbocation. Ok, ça, ok. Par contre, ici, en fait, quand vous regardez la molécule de NaBH4, donc Na c'est Na+, mais on va dire, elle n'est pas inclus dans... Enfin, cet atome n'est pas inclus dans la molécule. Mais en gros, c'est une molécule de BH4-. Parce que je vous rappelle que le bore, il a une lacune électronique de base. Ce qui fait que BH4, le bore va être chargé négativement. Parce que voilà, si on compte autour de lui, il a 3 électrons de valence, 1, 2, 3, 4. Donc il a un électron en plus. Donc le bore, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre la liaison d'un des hydrogènes. Mais il va prendre dans cette liaison-là le proton de l'hydrogène. Ce qui fait que l'hydrogène, en fait, ça va être un électron. Ça va être voilà, un ion hydrure, on appelle ça. Parce que lui, il va pas prendre l'électron, ça sert à rien, il veut être chargé, il va être neutre, donc il va prendre le proton de l'hydrogène. Et en fait, c'est ça la particularité de ces molécules, NaBH4 et LiALH4, que comme NB et aluminium ont des lacunes électroniques, bah, quand ils donnent un hydrogène, ça va former un H-. Voilà, hein, ça a relié avec l'atomistique aussi, c'est pas mal de faire des liaisons entre les deux, chimie organique atomistique. Donc le H- va attaquer le carbocation, voilà, les moins et plus. Le N- ici, pour qu'il devienne neutre, bon bah, il va prendre une molécule d'H2O. Il va prendre le H d'une molécule d'H2O. Comme ça, H2O va devenir HO-. Donc c'est une réaction acide-base. Hein. Et comme ça, le N devient NH. Et on a ici notre carbocation, elle est stabilisée.
donc il est neutre. Et voilà, on a notre amine secondaire. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui, pour cette journée-là. Donc on a fini pour la chimie générale et la chimie organique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez surtout pas, on est là. Et puis voilà, c'est tout pour la chimie organique. Entraînez-vous bien et je vous dis bon courage pour ce dernier mois et salut!